Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Merci à Antoine et à Alexandra pour les présentations liminaires. On va entrer dans la première table ronde. Donc, vous avez les noms des personnes dessus, donc je ne vais pas vous les redire, hein, vous les avez tous. Je vais rebondir sur la. Donc, moi, je me présente, je suis Benoît Georges, je m'occupe du service idées et débats aux Échos. Les Échos est un quotidien économique. On a aussi lancé il y a 1 an toute une offre autour de l'intelligence artificielle que j'ai eu la chance dont j'ai eu la chance de m'occuper, de lancer, notamment avec Bertrand, qui a collaboré à un livre blanc qu'on a sorti la semaine dernière et que vous pourrez télécharger sur le site des Échos, justement autour de ces questions de comment aider les entreprises à aller vers une industrialisation et à adopter les outils d'intelligence artificielle. On va poursuivre sur cette première table ronde. Je précise qu'Alexandra Dublanche devra nous quitter vers 10h, je crois, parce qu'elle a encore un rendez-vous derrière. Pour commencer, et avant de reparler de la région, je voudrais juste que Bertrand Braunschweig, qui est parmi nous, qui a beaucoup aidé la région sur la mise en place du plan IA 2021 dont on a parlé, mais qui aussi est chargé depuis quelques mois de la mise en place du volet recherche du plan Villani, dont Antoine Petit nous parlait tout à l'heure, de nous dresser un bref tableau de où en est la France, et notamment peut-être quelques mots sur les 3 IA, les 4 projets qui ont été retenus à ce jour, juste pour qu'on ait le contexte, et après on ira plus vers la partie région Île-de-France. Oui, d'accord. On est la France, un vaste sujet. En fait, dans l'ambition du plan national de recherche en intelligence artificielle, on souhaite que la France soit dans les 5 premiers pays au monde et première en Europe. Alors, c'est pas gagné, hein. Antoine en a parlé tout à l'heure, il y a des nations qui sont largement devant, comme la Chine, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni. Donc, on est dans cette course, on est, disons, en compétition, mais aussi en collaboration d'ailleurs avec l'Allemagne, mais avec d'autres pays, avec le Canada, la Corée, l'Espagne et quelques autres. Alors pour arriver à ça, effectivement, il faut, et Antoine l'a dit, hein, il faut aller vite. On essaye d'aller vite. C'est vrai que la mise en place des instituts 3IA, elle a pris un petit peu de temps, mais on n'a jamais été aussi proche de leur mise en place, puisque comme on l'a dit, leur étape finale, c'est demain. Et ensuite, justement, ce que je souhaite, ce que j'ai demandé au ministère, c'est que les décisions soient prises le plus tôt possible, de manière à ce qu'ils puissent effectivement démarrer dès maintenant. Ils vont avoir des doctorants, des post-doctorants à recruter. Il faut le faire ces temps-ci, sinon, parce que les enjeux, c'est pour la prochaine rentrée. Hein. Si on ne le fait pas tout de suite, on risque de passer 1 an pour rien encore. Donc effectivement, on essaye d'aller vite. Alors, on a passé effectivement la première année, c'est le premier anniversaire de la remise du rapport Villani au président de la République. Il y a d'ailleurs un premier rapport annuel qui va sortir. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Dans le plan national, il y a 3 grandes composantes. Hein. La composante qui s'appelle talent, qui est consacrée à la recherche et à la formation. La composante sur la diffusion de l'IA dans l'économie et dans la société. Donc là, il y a eu des actions, par exemple, aussi sur ce sujet, comme l'appel à manifestation d'intérêt sur la mutualisation de données, qui a rencontré un assez grand succès et qui va conduire à des appels à propositions assez prochainement. Mais comme aussi le Health Data Hub, la mise en place du Health Data Hub et les premiers appels, dont on va parler cet après-midi ici. Des choses aussi sur le véhicule autonome, des premiers appels aussi pour la transformation de l'administration. C'est la DINSIC, la direction de la transformation numérique de l'administration, qui pilote ça. Il y a déjà eu 6 projets sélectionnés qui ont démarré. Et il y a un autre appel qui est ouvert en ce moment. Donc il se passe des choses sur le plan diffusion dans l'économie, soutien à la création de grands champions nationaux de l'IA. Et puis il y a aussi le 3e volet, qui est un volet qui n'a pas, lui, besoin d'un financement important, comme les 1,5 milliard qui sont consacrés en tout aux 2 premiers volets. Le 3e volet, qui est la dimension sociale, éthique, qui consiste d'une part à faire évoluer le comité consultatif national d'éthique, qui s'occupe essentiellement de bio, pour traiter également les sujets du numérique. Hein. On a quand même une volonté nationale et européenne de traiter ces sujets au plus haut niveau. Et puis
la volonté aussi de créer ce qu'on appelait il y a un an le GIEC de l'IA, donc, qui s'appellera normalement le International Panel on AI. On parle d'une instance internationale, et donc qui fait l'objet de préparation en ce moment. Alors sur le volet recherche, effectivement, la mesure principale, la plus visible, ce sont les instituts 3IA. Donc effectivement, les 4 vont passer les auditions demain, ils sont prêts à démarrer, et j'espère que ça se fera le plus rapidement possible. On va lancer, ça aurait dû être fait déjà cette semaine, ça a été un petit peu retardé, mais la publication est imminente par l'ANR, des appels sur des chaires en dehors des instituts 3IA. Et des appels sur des ensembles de thèses en IA qui vont compléter tout le dispositif. Puis encore énormément d'autres mesures. Il y a la mise en place aussi de moyens de supercalcul pour l'IA, avec notamment le calculateur Jean Zay, qui vient de lancer d'ailleurs un premier appel à challenge cette semaine. Et un calculateur qui est vraiment fait pour l'apprentissage profond, avec 1044 GPU en ligne. Et donc celui-là, il sera en service, disons, à l'automne prochain. Et puis après, il y aura une deuxième couche beaucoup plus importante encore, cofinancée par l'Europe. Donc il se passe des choses. Voilà, ça c'est le schéma un petit peu global. Je m'en tiens là pour l'instant. J'ai déjà dit beaucoup de choses, oui. Non, merci beaucoup. Sur les 3 IA, il y a 4 projets, vous le disiez. Il y en a un seul en Île-de-France, Prairie. Il y en avait un deuxième qui était pressenti, qui ne verra pas le jour, ou en tout cas pas sous le label 3IA. Pas sous cette forme-là. Pas sous cette forme-là. Est-ce que c'est un problème ? Et ça, c'est une question pour Bertrand. Et pour Alexandra, comment la région va s'impliquer dans Prairie et dans le projet qui sera dans Paris, d'institut, qui sera le seul institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle d'Île-de-France ? Le projet de Saclay a été déposé à l'époque où je dirigeais le centre de Saclay, donc tu peux imaginer que c'est un projet qui me tenait aussi personnellement à cœur. Donc à Saclay, il y a maintenant le moyen important académique de recherche sur l'IA, c'est l'Institut de convergence d'Ataïa, qui existe depuis plus d'un an et demi, et qui fait des choses et qui va continuer à se développer. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que la ministre des Armées est allée faire son discours sur l'intelligence artificielle le vendredi dernier dans les locaux de l'Institut d'Ataïa. Donc moi j'ai assez confiance sur le fait que le pôle de Saclay va continuer à se développer. Il y a aussi sur Saclay la présence de très très grands industriels et d'un écosystème de recherche extrêmement important. Donc même en dehors d'une labellisation 3IA, je pense que le plateau de Saclay va continuer à rester un des lieux très très importants de la science des données et de l'intelligence artificielle. Et puis la deuxième question était pour Alexandra. Oui, pour Alexandra. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce que ces instituts, ils sont embryonnaires, ça fait un an qu'on en parle, ils vont commencer à sortir, à se préciser. Est-ce que la région a prévu d'être impliquée dans leur fonctionnement et sous quels moyens ? Alors nous, c'est vrai qu'on était un petit peu déçus pour Saclay, mais après, voilà, nous, on a un rôle, comme je disais, d'assemblier, d'organisateurs et de mise en relation, et donc on accompagnera et à l'inverse on associera aussi à toutes les choses extrêmement concrètes qu'on est en train de mettre en place, notamment par exemple les challenges, les instituts bien évidemment, donc ça il y a un contact permanent. De toute façon c'est la façon dont on a choisi d'aborder pas que l'IA, d'ailleurs toutes nos politiques régionales, d'être en lien très étroit, c'est pour ça qu'on a fait ensemble le plan IA, avec tous les acteurs pour avancer ensemble dans la même direction. Il ne faut pas que chacun fasse son petit plan dans son coin, donc ça bien sûr on sera très en lien avec tout ce qui se passera de ce côté-là, et à l'inverse on les associera dans ce qu'on fera nous. Je voulais parler, vous en parlez dans votre discours de ces fameux challenges, de ces défis lancés autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont été annoncés en octobre quand Valérie Pécresse a annoncé le plan IA 2021 de la région Île-de-France ? Aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus ? Lesquels sont en cours et lesquels vont être lancés ? Et puis on en parlera aussi avec Isabelle Guyon, qui connaît bien l'organisation de ce type de challenge. Mais Alexandra, est-ce qu'on a déjà un peu le détail et le calendrier de ces challenges autour de l'intelligence artificielle ? Effectivement, c'était un axe important du plan IA. Ces challenges, c'est comment lever des verrous technologiques sur des filières qui sont pour nous essentielles. Vous l'avez compris, il y a l'industrie, il y a également la santé. Et il y a aussi l'emploi. Donc on va lancer ces différents challenges au fur et à mesure. À chaque fois, il y a un prix d'environ 1,5 million d'euros pour
pour le gagnant. On le fait toujours avec des partenaires industriels. Et donc là, par exemple, le premier challenge, c'est le challenge IA Santé sur la médecine du futur. Là, on associe Médicène, l'Institut Gustave Roussy et également le Cancer Campus. Et d'ailleurs, on travaillera à côté à la constitution d'un hôpital du futur, à la pointe vraiment des technologies d'IA. Et donc, le concept, c'est on pose une question, c'est comment éviter la récidive du cancer du sein. L'Institut Gustave Roussy met à disposition 10 ans de données en open data et donc on pose cette question. Donc là, on a limité un périmètre européen pour des raisons évidentes. Les candidatures, donc l'ouverture des candidatures s'est faite fin du mois de mars et là, il y a un accès aux données à partir de mi-mai, clôture le 1er juillet et en octobre 2019, on annonce donc les gagnants avec le vote du prix en novembre. Ensuite, on enchaîne, pareil, même concept sur le challenge IA de l'industrie. Cette fois, on le fait avec Atos, SNCF, Michelin et Bertin, et aussi des partenaires académiques comme le CEA, l'ENS Paris-Saclay, par exemple. Et donc, là, on ne sait pas encore exactement la question qui sera posée, mais c'est vraiment sur la réindustrialisation du territoire et tout ce qui est transfer learning. Et pareil, mise à disposition de données industrielles de premier plan et questions posées et c'est là où on le fait, je remercie d'ailleurs Isabelle Guyon, avec la plateforme Codalab, qui va être l'opérateur pour ces challenges intelligence artificielle. Et enfin, il y aura cette thématique emploi, challenge IA citoyen pour faire sauter les verrous auxquels les acteurs publics là, sont soumis dans la conduite de certaines politiques publiques, donc formation, retour à l'emploi, sécurité, mais aussi gestion des déchets, habitat, enfin ça sera assez global. Et pour finir, on a lancé, là pour le coup il est déjà lancé, un challenge cybersécurité, donc aussi avec des enjeux industriels et de souveraineté, avec 3 défis dans ce challenge cybersécurité. Un défi transport, vous savez que la région a la compétence des transports, donc là c'est porté par SNCF Transilien sur les thématiques IoT, capteurs, trains autonomes, connectivité des voyageurs. Il y a un défi sport puisqu'on a les JO qui arrivent bientôt. Et un défi événementiel qui sera porté par Atos. Et là, pareil, 15 avril, on est plus avancé. On va présélectionner les 9 candidats qui vont être coachés par Deloitte, le pôle systématique et le CEA. Et ensuite, on sélectionne les lauréats à l'été, en gros. Voilà. Merci Donc c'est une façon concrète de mettre, de répondre, de lancer des défis sur l'IA et de le faire sauter ces verrous technologiques. Merci beaucoup Alexandra. Un mot, Isabelle, de comment on organise ce type de défi. On a parlé de Codalab. Peut-être qu'on peut présenter un petit peu cette plateforme dont vous vous occupez, qui va aider à la mise en œuvre concrète de ces défis qui tournent tous autour du partage de la donnée, si j'ai bien compris. Oui, alors d'abord, je souhaiterais donc remercier énormément l'Île-de-France de la confiance qu'ils nous ont apportée en choisissant la plateforme Codalab pour réaliser ces challenges. Donc Codalab est un projet qui est né à Microsoft Research il y a à peu près 6 ans et qui a grossi depuis comme un projet open source et dont l'Université Paris-Saclay a maintenant la responsabilité d'être le community lead, c'est-à-dire de coordonner l'effort de recherche et développement autour de cette plateforme qui est ouverte à tous, avec une instance publique qui est disponible et qui tourne sur les ordinateurs de Paris-Saclay. Donc si vous voulez vous-même organiser votre propre challenge, vous pouvez le faire. Et notamment, vous pouvez aussi télécharger le code source et l'utiliser sur vos propres ordinateurs. Donc je pense que le fait qu'on a cette transparence dans la plateforme renforce l'outil et son niveau de transparence, qui est un atout tout à fait important pour organiser des challenges avec des enjeux industriels et privés qui demandent donc des garanties de sécurité. Et comme on le sait, la sécurité par obscurité n'est pas la meilleure façon de procéder. Donc nous procédons dans l'entière transparence et avec l'aide du public. Et cette plateforme a déjà été utilisée par de très nombreux challenges. Il y a pratiquement maintenant 300 challenges qui tournent sur la plateforme par des acteurs qui viennent du monde entier, donc qui illustrent sa solidité. Et aussi, elle a été choisie par de nombreux projets de grande envergure, dont un de la Commission européenne,
qui a doté de 2 millions d'euros un grand prix de Horizon 2020 qui a eu lieu l'an dernier avec des données de RTE. Et ce challenge, je peux dire, a été le précurseur de la série de challenges que nous allons organiser avec l'Île-de-France, puisqu'il avait donc un souci industriel, le souci donc de donner au public, de fournir au public des données qui d'habitude sont confinées au secret. Et maintenant, les industriels voient tout l'intérêt de mettre ces données à disposition du public, ou du moins à disposition d'entreprises, start-up ou PME, pour pouvoir progresser rapidement dans des domaines de pointe, au lieu de conserver les données de façon confidentielle et seulement à l'utilisation des ingénieurs en interne. Et donc c'est ça l'aspect extrêmement innovant du projet de l'Île-de-France actuellement, c'est de mettre en lien des industriels avec des données donc de pointe, d'intérêt national, et des petites entreprises qui n'auraient pas accès à ces données autrement. Et le protocole qui est prévu, c'est que la plateforme sera en fait le point de rencontre de ces deux acteurs, les industriels fournissant les données qui seront seulement visibles sur la plateforme au code fourni par les startups. Les startups donc garderont la propriété intellectuelle de leurs outils et qui seront exécutés en aveugle sur les données fournies par les industriels qui eux aussi garderont la propriété intellectuelle sur leurs données. Donc la plateforme sera l'outil d'évaluation qui sera une évaluation donc transparente et juste sur laquelle tout le monde se sera mis d'accord à l'avance. Et à l'issue de ce travail, nous aurons donc des résultats quantitatifs évaluant des méthodes sur des problèmes d'intérêt nationaux. Merci beaucoup Isabelle. Je crois qu'on va remercier Alexandra Dublanche, qui doit malheureusement nous quitter. Merci beaucoup Alexandra. On peut l'applaudir. Vous parliez Isabelle de l'aspect industriel et de cette coopération industrielle. En partant des challenges et après plus largement, je voulais avoir l'avis. On a la chance d'avoir une experte d'un grand acteur industriel et d'un gros acteur industriel. Antoine Petit disait tout à l'heure que les industriels français font pas grand-chose ou peut-être pas assez pour l'IA. C'est pas le cas de Thales. Juliette Mathioli, d'abord, est-ce que vous avez eu, vous, l'occasion de participer à ce type de challenge ou est-ce que c'est un mode d'innovation qui vous intéresse? Et après, plus largement, on discutera un petit peu de la situation de Thales en Île-de-France et de votre vision sur ces politiques d'expansion de l'intelligence artificielle qu'on nous a présentées ce matin. Alors, bonjour. Quand on dit moi, c'est plutôt Thales. Hein. Oui. Donc, Thales a déjà participé à des challenges comme ça en les organisant. Il y a eu l'an dernier une initiative interne qui a... avec d'autres outils que la plateforme citée, pour essayer d'éprouver et d'améliorer les algorithmes que Thales fait. Puisque quand on dit les industriels ne se sont pas réveillés, enfin on travaille peu en IA, il faut savoir que le groupe Thales travaille en IA depuis plus de 30 ans. Hein. Les premiers travaux datent de 1985, si on fait un peu d'histoire. Par contre, depuis ces 3 dernières années, il y a eu un accélérateur et une stratégie beaucoup plus construite. Avant, on répondait à des problèmes avec des outils d'IA. Maintenant, il y a une vraie stratégie interne dans le groupe. Donc, la collaboration avec des académiques ou l'écosystème, hein, ça peut être aussi bien start-up, PME, TPE, elle se fait. Là aussi, Antoine Petit a dit qu'on travaillait peu avec les mondes académiques. On a quand même, depuis plus de 10 ans, un labo commun avec le CEA, le Vision Lab, autour de techniques pour le traitement d'images et vidéos qui appliquent aussi des techniques d'IA. Donc, il y a des labos communs. On cite aussi le laboratoire commun avec le LIP6, le laboratoire CLIR, donc avec les équipes de Gallinari et d'autres équipes. Donc on travaille beaucoup avec cet écosystème et on veut aller au-delà de ces quelques laboratoires dont j'ai mentionné ou des coopérations qu'on a au travers de thèses et de choses comme ça. Aujourd'hui, en Île-de-France, la recherche autour de l'intelligence artificielle et les différentes techniques qui la composent, ça représente à peu près combien de personnes ?
Alors, Et où ? l'IA dans Thales, il y a 2 pôles. Le plus gros pôle est en Île-de-France et le deuxième pôle a été lancé fin 2017 au Canada. Donc, on parlait des 2 pays. Il faut savoir on a environ 150-200 chercheurs au global qui s'intéressent à l'IA dans le Global Thales, dont les 3/4 en Île-de-France. Enfin, en France et plus spécialement en Île-de-France. Et en particulier sur le site de Palaiseau, donc sur le plateau de Saclay. Vous parliez de Montréal, du laboratoire qui a été monté à Montréal. Donc vous avez une vision un peu de ces 2 écosystèmes dont parlait Antoine. Antoine Petit a eu tendance à nous dire au départ que les Canadiens font ça assez bien et les Français pour l'instant pas trop. Est-ce que vous, juste pas sur la politique nationale, mais sur les plans politiques régionaux en faveur des écosystèmes, Montréal et le Québec s'est beaucoup impliqué pour faire venir des entreprises et des laboratoires comme le vôtre, notamment au niveau de l'Institut de valorisation de la donnée. Quel regard vous portez sur les stratégies d'incitation à développer l'IA sur deux endroits différents dans le monde ? Alors, l'Institut de valorisation des données, on a été un des membres fondateurs de l'Institut de valorisation des données en parlant de cette initiative bien avant que ça devienne l'Ivado. Dès 2015, on discutait avec l'université de Montréal et puis tout l'écosystème, aussi bien autour de l'IA des données qu'autour de la recherche opérationnelle, puisque l'Ivado a cette double compétence IA connexionniste et IA symbolique. Les approches sont un peu différentes en France et au Canada. La France, c'est un petit peu plus traditionnaliste, hein. On est un petit peu plus dans la rigueur, mais c'est peut-être aussi notre façon de penser. L'approche canadienne est beaucoup plus pragmatique. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aller parfois on a l'impression qu'on va parfois plus vite au Canada qu'en France. Après, en tant qu'industriel, il faudra voir comment les résultats de l'un, de l'autre ou des 2, puisqu'on travaille aussi en réseau avec ces 2 écosystèmes, s'intégreront dans nos produits Thales. Parce que l'époque, c'est bien, oui, mais il faut aller au-delà. C'est un des problèmes, et c'est aussi un des soucis qu'on a après les challenges et qui sortent des challenges. C'est on arrive souvent à créer de très bonnes preuves, proof of concept, d'époque, comme vous disiez. Après, il faut arriver à industrialiser tout ça, et c'est souvent un défi pour les industriels. C'est-à-dire qu'une solution qui va être très astucieuse ou très, très novatrice dans un défi, dans un projet de recherche, ne sera pas forcément applicable à la réalité. Alors, sans aller jusqu'à dévoiler la conférence suivante sur les défis de l'IA en industrie, et en particulier pour nous, grands groupes qui vendons des systèmes critiques qui sont l'IA de confiance, c'est vraiment aller sur toute cette phase de la preuve de concept à l'industrialisation pour bâtir une IA qualifiée, vérifiée, voire dans certains cas certifiée, expliquée, on a beaucoup parlé de l'explication dans l'IA, et responsable. Et il est important de travailler sur ces points-là, avec une grosse notion de l'ingénierie de l'algorithmie qui est un parent pauvre, à mon avis, de l'éducation aujourd'hui. D'accord. Et pour revenir sur le plan IA de la région en 2021, il y a certaines des mesures auxquelles vous avez été plus particulièrement associés ou qui ont plus particulièrement intéressé un groupe industriel comme Thales ? Alors, dans les challenges, il y en a un qui n'a pas été encore mentionné, qui était l'IA de confiance pour l'industrie. Donc, celui-là, il est très important. Et puis, il y a aussi tout ce qui est la formation. Parce que, comme beaucoup, on a besoin de talents. Mais on a aussi besoin d'ingénieurs qui comprennent l'IA. Pas forcément des chercheurs en IA, mais aussi des ingénieurs qui comprennent de l'IA. Et les formations Bac plus 2, Bac plus 3 et plus sont très intéressantes pour un grand groupe comme Thales. Aujourd'hui, il y en a qui sont lancés au niveau de la région ou pas encore ? Est-ce qu'on forme aujourd'hui, peut-être que Bertrand a une vision aussi là-dessus, au-delà des chercheurs, les ingénieurs dont Juliette disait qu'on a besoin, on sait les former aujourd'hui ?
Alors, en interne, on est en train de lancer des plans de formation en tant que formation continue pour nos ingénieurs. Donc, il y a des actions qui sont en train de se construire, à la fois pour éduquer et puis ensuite aller au-delà. Par contre, il y a aussi tous les jeunes qu'il va falloir recruter. Et là aussi, on fait partie des groupes qui recrutons beaucoup sur ce sujet-là. Et il y a un manque de talent aujourd'hui. Il y a un manque de talent dans l'IA au sens général du terme, c'est-à-dire pas que dans le data science. Et on a vraiment besoin de cette complémentarité IA connexionniste, IA symbolique, parce que résoudre un problème complexe, surtout un problème complexe dans un système critique, nécessite de combiner ces approches et donc de faire de l'IA hybride. Isabelle, vous vouliez intervenir sur cette question du manque de talent et de la difficulté à trouver des gens qui soient bons, pas seulement pour développer les algorithmes, mais pour le traitement des données. Donc je voulais souligner que sur Paris-Saclay, nous avons conscience donc de cette nécessité de mettre en place des enseignements dès la première année de licence, et nous sommes en train de refaire la maquette de licence et de prévoir donc un parcours de formation au métier de l'intelligence artificielle qui aura chaque année dans le parcours licence et master au moins 1 ou 2 cours qui mènera à ces métiers. Et d'ailleurs, nous sommes très contents en fait, de collaborer avec vous pour la mise en place de cette maquette qui est en cours et qui sera mise en place à partir de 2020. Bertrand, un mot là-dessus. Est-ce qu'on forme assez de gens à la fois en chercheurs hardcore, je dirais, et en techniciens sur ces sujets-là aujourd'hui ? Non, on ne forme pas assez. Il y a effectivement des beaux programmes dans les universités, dans les grandes écoles. Mais par rapport à la demande, on est quand même très très en dessous. Alors évidemment, ce sont des actions à long terme à la formation. Mais c'est aussi un des objectifs dans le plan national d'avoir des formations en IA à la hauteur des besoins de l'industrie et de l'économie. Et ça se place à tous les niveaux, hein. On parle aussi bien de licence master que de formation d'excellence, y compris de post-doctorants, des écoles d'été, de formation d'ingénieurs, formation continue également, où on a besoin également de former les gens qui sont déjà dans les entreprises et qui vont avoir besoin de ça. Donc il y a une action assez importante. Il y a une mission qui est donnée aux instituts 3IA d'avoir des programmes de formation à partir du niveau licence et au-dessus, y compris la formation continue. Donc c'est très bien, sauf que ces instituts 3IA, ils sont localisés sur 4 sites, et pour le reste des sites, et on va avoir besoin d'appuyer encore un petit peu sur l'accélérateur pour avoir des formations pour l'ensemble du pays. Vous parliez des écoles d'été, il y en avait une sur le plateau de Saclay, à Polytechnique l'été dernier, autour de la donnée. Oui. Est-ce que vous savez si elle aura lieu cette année aussi, si une nouvelle édition est prévue ou pas ? Oui, tu le sais. Oui, alors je me souviens plus des dates, mais il y a de nouveau je crois que c'était le Data Summer School. Exactement, je crois que c'est en juin ou quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est une école d'été qui mobilise énormément de monde, hein. C'est par centaines. Hein. Et des gens du monde, et des jeunes chercheurs du monde entier. J'étais l'année dernière, et c'est vrai que c'était impressionnant de voir que c'est un domaine où sur quelques jours viennent des chercheurs, des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants du monde entier. Du monde entier et de tout secteur, puisque Thales, c'était à la 2e édition, a envoyé pas mal d'ingénieurs à cette formation. Alexandra mentionnait aussi, alors un peu plus tôt dans l'information, l'information sur un lycée qui serait un lycée de l'IA, le premier en France, si ce n'est au monde. Je ne sais pas si ça existe déjà dans d'autres pays. J'en connais sur la robotique en Corée, mais je n'en connais pas sur l'intelligence artificielle. Non, moi non plus. Est-ce que, Bertrand, vous en savez plus sur où il aura lieu et sur quel timing on est pour commencer dès le lycée à sensibiliser à ces questions-là? Oui, les discussions aujourd'hui portent sur faire c'est un lycée qui est dans le 12e arrondissement de Paris, le lycée Paul Valéry. Les discussions portent sur faire de ce lycée un prototype de ce que pourrait être un lycée d'IA. Alors, moi aussi, je me suis beaucoup interrogé sur la signification de cette association, Lycée plus IA. Et on peut penser, par exemple, est-ce que c'est un lycée où l'IA sert à former les élèves, à aider les élèves, ou est-ce que c'est un lycée où on enseigne l'IA aux élèves? Et en fait, c'est un petit peu des deux. Il y a vraiment une volonté à la fois de la région puis des porteuses du projet de faire, moi c'est plutôt en fait un living lab, hein, un site expérimental de ce que peut apporter l'IA à ce niveau de formation en grand.
en grand quand même, hein, dans tous ces aspects, c'est-à-dire aussi bien des technologies venues de l'IA pour aider les élèves à mieux s'en sortir que des enseignements particuliers sur certains aspects de l'IA, bon, restant au niveau de ce que peuvent avoir des élèves de lycée, hein. Et donc la contrainte qu'on a discuté, enfin pour moi c'est extrêmement important, c'est que c'est un site expérimental, je parle de Living Lab, mais on n'a pas le droit de se rater quand même, parce que c'est la vie de centaines de jeunes qui est en cause. Donc j'espère en tout cas que ça sera fait de la manière la plus efficace possible. Et d'ici à ce que, comment dire, il y a des travaux à faire, il y a de l'immobilier à faire également sur ce lycée, donc je ne pense pas que ça sera mis en place dès la rentrée prochaine, par exemple. Donc, il faut un certain temps pour à la fois concevoir la manière dont il va opérer, le mettre en place, c'est mettre en place aussi les services numériques dont il y a besoin pour que ça se réalise. Donc c'est un assez gros chantier, hein. Donc il n'y a pas encore de calendrier. Ça ne sera pas à la rentrée 2019-2020, peut-être à la suivante. Je ne peux pas dire pour l'instant. On ne sait pas encore. D'accord. L'IA, elle se fait aussi dans des grandes conférences mondiales parfois, la recherche et la discussion. À un moment, je sais que la région Île-de-France avait essayé, on s'était vu au New Rips à Montréal en décembre. Il y a une volonté aussi d'attirer dans la région de grandes conférences parce que typiquement des villes comme Montréal ou Toronto ou Vancouver en profitent pour leur notoriété, pour rassembler les chercheurs. Est-ce que c'est aussi quelque chose que la région veut pousser dans les années qui viennent ? Et comment ? Oui, la région est très très volontaire pour organiser une de ces grandes conférences sur son territoire. Donc la région a candidaté pour NeurIPS, qui est le nom actuel de la conférence NIPS telle qu'on l'exprime avant, qui est la principale conférence sur les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond. Mais il y a aussi ICML, il y a d'autres conférences qui peuvent être très bien. Et non seulement c'est un objectif de la région, mais c'est également, on a positionné cela comme un des indicateurs de succès du plan national de recherche en intelligence artificielle, le fait d'avoir à terme sur le sol français une de ces grandes conférences, disons dans les quelques années qui viennent. Donc je pense que là on est totalement en phase sur cette ambition. Juste pour compléter, dans les mesures qui avaient été prises par la région, il y avait vraiment une mesure de rendre visible la région Île-de-France au niveau mondial sur ce qui est fait par la région et dans la région en IA. Donc ce genre d'événement y participe et on avait largement poussé à ça. Une des questions qui se pose de façon récurrente aussi pour avancer dans les entreprises, sans vouloir trop empiéter sur la conférence d'après, mais elle est importante, il y a la notion d'écosystème, de constituer un tissu. On a parlé de l'académique, on a parlé des grandes entreprises. Comment faire en sorte que le tissu de PME et d'ETI, qui sont aussi, et de start-up, puisqu'on est beaucoup, ces dernières années, la notion de start-up a beaucoup avancé, soit réellement intégré dans un écosystème local ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? On a l'impression qu'il y a un peu les start-up à Station F dans un coin, les chercheurs et quelques entreprises vers Saclay. Comment on fait pour que tout ça, pour que la mayonnaise prenne et que ça devienne tous les différents acteurs ? C'est pas la question la plus facile, mais je sais pas si. Comment fait Thales, par exemple ? Vous avez des sous-traitants, vous êtes vous avec un tissu. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a la réponse, je dirais, thalésienne, pour lequel on travaille beaucoup dans une philosophie d'open innovation avec en particulier quelqu'un qui est en charge de faire de la veille sur les startups et les petites structures dans les différentes technologies du numérique que l'on suit. Il y a toutes les collaborations qu'on fait au travers de Proof of Concept, parce qu'on a aussi des challenges internes avec des PME, pour permettre de les rencontrer, de les connaître, de travailler ensemble. Après, il y a la réponse, je dirais, régionale, hein, où les pôles, et en particulier le pôle systématique, a cette feuille de route d'animer l'écosystème en IA. Et puis, il y a aussi les feuilles de route nationales. Isabelle, les challenges comme fait Codalab, c'est un moyen de faire se rencontrer ces différents acteurs-là aussi ? Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour
tisser des connexions, faire des ponts. Moi, mon souhait, ce serait pas seulement en fait de faire des challenges tels qu'ils sont organisés actuellement, avec donc la feuille de route qu'on a prévue avec l'Île-de-France, de mettre en relation des industriels et des startups, mais de le faire sur un plan plus général, de mettre à disposition en fait des laboratoires cet outil challenge, que ce soit des laboratoires industriels, des petites entreprises ou des laboratoires académiques, pour qu'ils apprennent à formuler leurs problèmes sous une forme bien calibrée d'un problème bien posé, avec des métriques précises, et de les mettre à disposition du public, pour que ça devienne en fait un petit peu une nouvelle façon de faire progresser la science et la technique. Et je pense qu'on en prend la voie actuellement, donc les challenges se popularisent de plus en plus. Et donc dans le cadre du master auquel je participe, on a des formations à l'organisation de challenge pour que les gens comprennent qu'en fait c'est une démarche scientifique qui demande beaucoup de rigueur. Et ça va permettre en fait de servir de tremplin, je pense, pour la recherche en intelligence artificielle en France, si on s'y prend bien et si on stimule les chercheurs à prendre cette voie. Merci beaucoup.